Eh bien, bonjour Jean-Pierre, on est très heureux avec Dylan de pouvoir faire cette interview. Bah, j'aurais préféré Guillaume, que tu la fasses tout seul, parce que tu sais, Dylan, je ne sais pas ce qu'il fait dans la magie, franchement. Parce qu'il est content de l'apprendre. Finalement, tes livres, je t'aiderai pas en descendant. Donc, bah, pour ceux qui nous regardent, vous avez bien compris que ça va se passer dans la bonne humeur, surtout pour Dylan. Et donc, bah, écoute Jean-Pierre, on est très heureux, comme on se l'est dit tout à l'heure. Moi, on s'est croisés quelques fois et voilà, c'est un plaisir. Et puis, moi, j'ai commencé la magie il y a une trentaine d'années. On va pas parler de date, etc. Mais c'est vrai que toutes tes créations qui sont arrivées ont suivi un peu les parcours des magiciens de ma génération et de celles qui ont suivi. Et donc, moi, voilà, on est très heureux d'organiser cette interview avec toi. Eh Mm. ben, moi, je suis flatté d'avoir, à part Dylan, d'avoir Guillaume en face de moi, que je ne connaissais pas, parce que je ne me rappelais plus de nos rencontres. Mais je suis heureux, flatté, et je suis aussi content pour Damien, qui a eu l'idée, en fait, de mettre sous forme de livre pour les collectionneurs ces 2 ans de magazine que je faisais à l'époque quand j'avais ma société. Et c'est un challenge, hein. Je ne sais pas si ça va intéresser vraiment. Je pense que c'est l'idée en soi, si tu veux, a toujours été la même. Là, elle est sous forme d'écrit, c'est d'être le passeur. Mm. Et pour une génération qui ne connaît pas les grands noms, c'était une façon à l'époque, si tu veux, de montrer au hasard de leur œuvre quelques tours. Et ces gens-là, j'ai eu la chance en plus de les connaître dans les années 70, avant que j'arrête la magie, parce que ça a duré très peu la magie. Ça a commencé en 68-69 et ça s'est terminé dans les années 72, parce que j'ai eu la chance de connaître le docteur Fiallo, qui était un ami intime de... Euh, oh, j'ai plus son nom en tête, ça va me revenir, et qui cherchait une villa Mhm. dans les hauteurs de Nice, et il a trouvé effectivement une villa. Et j'ai eu la chance de connaître Fiallo grâce à Tando, Philippe Tando, qui était venu d'ailleurs, que j'étais photographe à l'époque, qui est venu au magasin un soir me faire un numéro, mais alors, il m'a donné une envie terrible de faire de la régie. Et c'est ce que j'ai pratiquement fait de suite. Et après, il m'a fait connaître Fiallo. Et Fiallo a vu que j'étais un peu un vautour, si tu veux, de la magie, mais que j'avais une particularité, c'est que je, je voulais refaire tout ce que je voyais de suite. C'est le type insatiable, tu lui montres 10 tours, Mhm. il est à peine au glissage avec les cartes, et il y a Vernon qui montre un truc, moi je pars dans sa terrasse, je reviens un quart d'heure après, puis j'essaye de refaire le tour. Ça faisait rire tout le monde, et en même temps ça impressionnait tout le monde, parce que j'étais pas loin des solutions. Et Fiallo est parti dans les années 73, et finalement, malheureusement, à partir de là, j'ai arrêté parce que j'avais plus aucune envie d'être dans un club. Quand tu passes, on va dire, presque un mois avec tous ces mecs-là, Cap, Saman et compagnie, tu te rends compte que dans un club, tu t'emmerdes, quoi. Mhm. Et ce qui fait que j'ai arrêté. Et puis, quelques années après, j'ai un copain assureur qui recevait chez lui Volmer. Donc, du coup, il m'a invité. Et je me suis dit, il bah, faut que je fasse 2, 3 tours pour Volmer, parce que Volmer déjà était à l'époque connu et faisait ses traductions. Et j'ai enfin remis le pied à l'étrier, si tu veux, grâce à cette invitation. Et je m'y suis remis, c'est devenu une passion. Et tout ce qui a été fait, on va dire, pour arriver, on va dire, à la date cruciale d'arrêter la photo pour passer magicien, euh, tout a été fait quand j'étais photographe. Parce que Mhm. après, c'est devenu un métier et c'est plus pareil. C'est plus pareil du tout, quoi. Quand C'est tu vrai. es, on va dire, à l'aise, décontracté, que tu as besoin, tu n'attends rien de ce que tu fais,
Surtout moi, j'attendais absolument pas parce que je ne savais pas du tout de quoi j'étais capable. Et ça m'a suivi 3-4 ans après être professionnel. Hein. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Mhm, mhm, Et, et quand j'ai commencé mes tournées mondiales, je me disais, mais je ne vais pas y aller, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Et voilà, en fait, en gros, le cheminement, si tu veux, de la décision d'arrêter ce métier de photographe, et qui d'ailleurs fera partie beaucoup de ma bio, parce que je pense que ce que j'ai fait, qui était un peu marginal, parce que moi j'étais un peu accidenté, tu vois, dans ce métier. J'étais un peu marginal par rapport à tout. Ma carrière a été vraiment marginale. J'ai eu la chance que personne vienne me suivre dans mon chemin, tu vois. Parce que quand les mecs faisaient des routines longues, je faisais des routines courtes. Quand je voulais travailler en musique, c'était pour une raison, c'est que je ne voyais pas ce que, du moins, j'entendais pas ce que mon cerveau pourrait dire. Il n'avait rien à dire. C'était les cartes qui étaient les plus importantes. Donc je mettais de la musique et après, c'est allé un peu plus loin parce que je ne pouvais pas me voir. Donc mhm, je me suis mis derrière un théâtre, tu vois. C'est avec ce théâtre où j'ai fait le Champagne, qui est mhm, passé à la FISM. Donc, ça avait deux raisons. C'est que, un, je savais pas quoi dire. Je suis pas un mec qui raconte des histoires quand je fais des tours. Ensuite, je voyais pas ma tronche spécialement intéressante pour qu'elle soit dans le cadre, tu vois. Et, euh, et j'ai mis que les mains. Et c'est Ross qui était venu un jour voir un magicien à Menton, le magicien m'a invité. Et j'avais préparé des clips qui duraient 20 secondes à chaque fois, et qui était passé sur le congrès de la FAP en 89, sans qu'on ait mon nom, sans qu'on me voie, sans qu'on m'entende. Il n'y avait que des clips de mes mains qui faisaient des trucs très rapides, entre guillemets de mes créations, parce qu'il faut toujours être très prudent. Hein, dans la création, il y a toujours une influence quelque part, même si je n'avais pas une grosse culture, et je n'avais pas du tout. C'est pour ça qu'on s'est très bien entendu avec Lennart Green, parce que lui a fait pareil. Il n'avait rien derrière lui, ni dans ses bibliothèques, et comme il était docteur de nuit, je crois, euh, toute la nuit où il s'emmerdait un peu, bah, il faisait des trucs avec des cartes. On s'est vachement bien entendu parce que c'était la même approche, quoi, en fait. Tout ça pour dire, bah, j'en sais rien, que je suis incapable de faire une bio parce que tu m'as posé une question et j'ai répondu à 25. exactement. On va bien à bientôt. Oui, bah, on a énormément effectivement, t'as énormément on est parti du livre, des revues. Et Oui, donc, donc effectivement, bah, tu as bien commencé puisque bah, t'as parlé de ta carrière, de l'évolution. Et c'est vrai que bah, moi, personnellement, je pense que le fait que tu étais photographe, peut-être à 2 décennies près, tu aurais pu être vidéaste parce que Oui. la manière de chorégraphier tes tours fait vraiment penser à une pensée esthétique d'abord du photographe, mais aussi peut-être du vidéaste. C'est-à-dire, j'imagine que tu dois déjà scénariser les choses visuellement quand tu les alors, réalises. là, tu mets le doigt sur quelque chose de très important parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui, à l'époque, touchait très rarement les cartes. Je ne les touchais que si je visualisais avant. Mhm, Et pour te dire, juste pour finir là-dessus, quand j'ai préparé la FISM, grâce à Richard Ross, qui m'a dit non, non, il ne faut pas que tu viennes, je ne t'invite pas pour faire une conférence ou quoi que ce soit d'autre. Je ne savais même pas ce que c'était une conférence. Hein. Il m'a dit inscris-toi au concours. Je dis concours, moi? Il dit, oui, fais ce que tu m'as montré, les clips là où on ne te voit pas, genre télévision, tu vois, etc. Et tu viens me voir 2-3 mois avant, je te corrige un peu. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Je faisais un bon challenge avec aucune idée en tête, tu vois, mhm, de gagner ou de pas gagner. Et en fait, je suis malheureusement pas allé voir Richard à temps, parce qu'avec Carlos qui était venu me récupérer pour aller à La Haye, non, c'était à Lausanne. Quand on est allé voir Richard, tu viens me voir 3 jours avant, faut pas déconner, quoi. Montre-moi. J'ai montré. Et tiens-toi bien, il m'a enlevé 6 tours. Il m'a dit, tu peux pas tout mettre, Jean-Pierre, c'est pas possible. C'est pas possible.
Et ça a été un vrai bonheur parce qu'en fait, si tu veux, ça aurait été l'inverse. Il n'y en a pas assez ou c'est pas, tu vois. Plus Là, dur de c'était l'inverse. rajouter. Mais tu peux tout mettre parce que tout est vraiment, vraiment marginal. Euh, donc, il m'en a enlevé pour que ça tombe plus ou moins juste dans le temps imparti pour le concours. Et je me suis régalé. Je me suis régalé. Et la grosse question après, quand je suis rentré sur Nice, c'était un truc assez bizarre. C'est que j'ai reçu, peut-être à l'époque, j'avais un fax. Et le fax n'arrêtait pas de. Et D'imprimer. Obi O'Brien en premier qui me demande je voudrais que tu viennes faire une tournée minimum 2 mois. Et putain, 2 mois, ça fait beaucoup, tu vois. Puis je ne sais pas parler anglais, je n'avais pas de notes de conférence, j'ai rien. Et débrouille-toi, 2 mois, quoi. Et puis je recevais en même temps l'Espagne, et je recevais en même temps le Japon, tous. Ouais, c'est beau. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'arrête ce métier parce que j'avais un boulot, j'avais 8 employés quand même, hein. Purée. Et laboratoire couleur, enfin j'avais tout, magasin, machin, truc. Je me suis dit, putain, c'est. Et finalement, ce qui m'a décidé, en gros, c'est que comme j'avais fait ce qu'il fallait pour mes gosses et ma femme de l'époque, tout était. Et ma mère, j'avais acheté le magasin pour elle, les murs pour sa retraite et tout. J'avais acheté un appartement pour la famille. Je me suis dit, bon, si je pars maintenant, on va pas trop m'en vouloir parce que, en tout cas, j'ai Mhm. fait ce qu'il fallait et maintenant, je vais faire ce que j'ai envie. Euh, Parce que j'adorais l'aventure et parce que je pars, on me demande, mais je sais pas du tout comment je vais arriver, quoi, tu vois, Mhm. si on gagne bien sa vie ou pas. C'est là où je me suis rendu compte, si tu veux, que si tu n'avais pas au moins 10 produits à vendre, c'était pas avec la conférence que tu allais gagner ta vie. Le fait de montrer ce que tu savais faire et voyant le monde qui venait avec les premiers rangs où tu avais tous les mecs que j'ai en bouquin maintenant, c'est extraordinaire, quoi. Ça, c'est J'avais du fou, incroyable. Rackham jusqu'à Larry Jennings, ils étaient tous ça, et puis ils venaient après. Et je me suis dit, putain, il y a un échange formidable. Et puis, à la fin du premier mois, quand je regardais ce que j'avais dans la bourse, je me dis, tiens, c'est gentil, c'est bien, mais il faudrait quand même penser à vivre de ça. Et c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est un peu les gens qui me regardaient qui m'ont donné les idées, parce que je me suis aperçu, si tu veux, que sur, par exemple, je dis un chiffre au hasard, hein, sur 100 personnes dans une conférence, à part les 2 premiers rangs, tu as tous les autres qui savent pratiquement pas faire grand-chose. C'est assez bizarre, parce qu'il a fallu que je le fasse plusieurs fois pour m'assurer de ça, en me disant c'est pas qu'une impression, tu vois. C'était vraiment la réalité. Tu sautais les 2 premiers rangs, après le type, il fallait que tu lui montres des subtilités pour faire un comptage MC, quoi. Mhm. Et c'est comme ça que les idées sont venues par rapport à tous les gens qui aiment la magie, mais qui n'ont pas les moyens vraiment techniques de le faire. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de tours qui ont vraiment été des grands succès. Euh, je vais là par hasard. Celui-là, ça a été des milliers. C'est card collector, ça s'appelait poche à Ah, poche. je te montrerai. C'est-à-dire que le type pouvait faire une carte au portefeuille sans empalmage. Mhm. Et tout était basé sur les faiblesses que je voyais. Tu vois, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire là. Et mes recherches étaient toujours sur, non pas les gens qui savent, en plus, c'est pas eux qui achètent. C'est pas faux. Et en plus, c'était des bons challenges. Donc, si tu veux, à partir du moment où j'ai arrêté consciemment de faire d'abord champagne avant de faire la conférence, parce que je me suis vraiment épuisé, quoi. Champagne, à chaque fois, tous les soirs en conférence, je l'ai complètement détruit, le théâtre, avec les lumières et la servante et tout le reste. Je l'ai détruit à coups de marteau. C'était au congrès de l'IBM. Euh, J'avais mon coin parce que je travaillais aussi avec Cameron Magic. J'ai amené mon truc parce que j'ai été invité pour le congrès pour faire ma conférence, un spectacle de champagne et puis des parlors, tu vois, des trucs comme ça. Et figure-toi que dans ce congrès, je l'ai fait 8 fois champagne.
Il a été réclamé 8 fois. Et les gens qui m'aidaient pour l'amener avec la table, je te dis pas les noms parce que tu vas pas me croire. Tu t'imagines du genre Copperfield, tu vois? C'était pas deux sous-fifres ou deux fans. D'accord. Et quand j'ai vraiment fini, j'étais vraiment explosé, vraiment explosé. J'en avais mal au cœur de ce truc. Et je l'ai pété devant tout le monde. Je ferai jamais plus, jamais plus, jamais plus ça. Et puis bien sûr, c'était qu'un bref moment, on va dire, d'énervement, parce que je l'ai refait, mais pas dans les mêmes conditions. Il y avait plus le cadre, Mhm. il n'y avait plus les lumières, il n'y avait plus le rideau qui descendait, qui Ouais. montait, tu vois, etc. Bon, on peut comprendre que tu arrives à saturation à un moment aussi. Ouais. Pendant des années, on te demande toujours la même chose, Ouais, alors qu'en plus, tu dois réfléchir à pas de d'autres nouveau. choses pour la suite. Donc, Ça faisait c'est un petit peu beaucoup. Donc j'ai enlevé effectivement Champagne avant les conférences, ce qui fait que ça m'a permis d'être un peu plus, on va dire, comment dire, pas décontracté, parce que je l'ai toujours plus ou moins été. J'étais, je trouve pas le mot, mais enfin, j'étais bien. Tu vois, j'avais pas Mhm. l'angoisse. Parce que Champagne, c'est une angoisse, hein. Ça a l'air de rien comme ça. Mhm. Parce que maintenant, la Ouais, c'est au magie, millimètre. voilà. C'est ce que j'ai dit à Sébastien quand j'ai fait le cabaret, parce que il fait deux passages. Le matin, il fait un tournage, et le soir, tu le fais en direct. Direct pour le public, hein, Mhm. pour les téléspectateurs, pas pour les mecs qui regardent l'émission. Et il fait toujours ça, parce que s'il arrive un pépin, si tu veux, le matin, il peut le Faire corriger. des images. Ou si c'est le soir où le type il fait une connerie, il prend la prise de vue du matin. Mhm. Mhm. Au montage, ouais. Mhm. Et quand j'ai commencé le matin, je me suis assis tranquille. On a un petit peu déconné 5 minutes avec lui. Et puis je commence à m'asseoir, je fais mes trucs et je vois que ça va pas. Et comme un con, je dis pas que ça va pas. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. J'ai vu que c'était pas les caméras que j'avais autour, parce que j'avais 5 caméras autour et une en haut. Et c'est celle-là qui a foutu la merde. Et donc, je m'assois et je vois ma table, si tu veux, qui n'était pas vraiment à la hauteur qu'il me fallait, parce que quand j'appuie sur une carte pour qu'elle monte, tu es plus ou moins à 1 millimètre près, tu vois, de plein de petits détails. Et la carte, elle partait pas, ou alors elle partait vraiment trop loin, je ne peux pas la replacer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il m'avait mis pas ma table, mais le dessus, tu sais, Mhm. sur Le plateau. voilà, le plateau, sur une table qui, qui me convenait pas. Elle était un poil trop haute. Non, trop basse. Et je lui dis, excuse-moi, Sébastien, je pourrais avoir une table normale parce que celle-là, je vois que ça répond pas. Tu vois, il commence à me regarder comme un extraterrestre. Il dit, mais je peux pas parce que la caméra en haut, elle te cadre. Si je mets une table différente, je vais avoir des problèmes de cadrage. Je dis, mais moi, je vais avoir des problèmes pour faire mes trucs avec mes cartes. Tu vois, faut qu'on trouve un juste milieu. Il dit, bon, je vais chercher mon régisseur. Dis-moi exactement. Je dis, c'est facile, une table normale. Alors, on va te faire une table normale. Et j'ai comment faire? T'en as pas? Il dit, ben, écoute, j'ai pas le temps, je vais demander au régisseur. Le régisseur, il prend 8 briques, des briques, tu sais. Et avec les briques, il met un rideau devant, et ça fait la table. Je me réassois, je commence ce truc, j'étais un peu mieux, puis à un moment donné, je vois que je penche. Et la table a commencé à se casser la gueule. Je te dis pas le stress que tu as quand tu dois faire un truc. Tu sais que tu fais pas qu'une levée double, quoi. Euh, Mhm. le premier coup, tu t'es bien motivé, tu dis ok, c'est bon, et tu vois que ça va pas. Le type, il commence à te dire qu'il faut. Enfin, il est emmerdé parce qu'il peut pas cadrer. Je dis, ouais, ben moi, je peux pas faire autrement, quoi. Si la carte qui monte elle va sur l'objectif de la caméra, c'est pas très joli, tu vois. Mhm. Le type, bon, ok, Jean-Pierre, je te fais le type qui fait ça avec les briques. Je sais pas ce qui se passe. Elles étaient pas cimentées. Hein. C'était simplement posé comme ça. Je me vois partir. Oh putain, elle est partie. Et là, je me fais engueuler par Sébastien. Oh putain, Jean-Pierre, tu sais pas ce que ça coûte. Je dis, d'accord, mais merde.
Je veux une table, c'est tout, quoi. Des briques. Bah ouais, À la rigueur, je le fais debout, si tu veux. Vendre des incroyable. chaises. Bon, enfin bref, on est arrivé à avoir un truc à peu près normal. Et après, juste pour finir l'anecdote, donc à 11 heures le soir, je passe en direct avec les gens. Et l'après-midi ou le matin, en fin de matinée, j'avais pas vu les gens, puisqu'ils n'y étaient pas. Tu vois, il n'y a personne. Il n'y a que les techniciens qui font les réglages. Je rentre, après avoir attendu 9 heures à peu près dans la loge. T'en as plein les couilles d'attendre. Et tu rentres, il y a la grosse surprise. Je vais direct à la table m'asseoir. J'ai le malheur de regarder à gauche et à droite. Et en fait, c'est une demi-lune. C'est-à-dire que j'avais les jambes derrière moi presque. Ah, Je me suis dit, mais ils vont tout voir. Et j'étais obligé de faire quand même un numéro en me disant, ils voient tout, les mecs. mmh. Les gens qui sont sur les côtés. Ça m'a un peu disturbé, comme on dit, quoi. Je ne sais plus pourquoi je dis ça. Oui, champagne. Et c'était le seul, en fait, c'était pour ça que j'en parlais, c'était le seul qui m'avait appelé quelques années après. Il avait vu l'émission que j'avais fait à Las Vegas au César Palace. Mmh. Et il a dit, non pas à Nakashian, qui était sa pourvoyeuse d'artistes, mais à son collaborateur le plus proche, tu m'appelles Valarino, je le veux absolument. Et c'est là qu'il m'a appelé, il m'a fait, on va dire, 3 tonnes de compliments, parce qu'il voyait que je n'étais pas trop intéressé, parce que j'en avais marre de ce truc, quoi. Et puis j'avais plus rien à montrer ni à prouver. Et puis, bon, j'ai vu sa sympathie aussi, et je dis, bon, allez, je fais plaisir à quelques copains, et ça leur faisait plus plaisir à eux que moi. Et là, j'ai rencontré ces problèmes, je dis, putain, c'est loin d'être comme on croit, quoi, tu vois. Ah bah la télé, oui, clairement. Ouais, ouais. Mais bon, c'était une belle émission. Et puis, il enregistrait le matin, les artistes répétaient. Contrairement à beaucoup d'émissions, moi j'ai C'est one shot. assisté à des émissions où c'est du direct. Des fois, le présentateur, il prenait sa fiche, il savait même pas qui il allait annoncer, quoi. Et ils enregistraient en direct, hein. Patrick, c'était quand même très, très. L'émission, elle a fait monter de ouf les personnes. Les gens étaient connus grâce à l'émission. Ah oui, 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 oui. C'était Oui, ben, génial. quand c'était fini, ce que j'ai discuté un peu avec lui quand tout le monde partait, euh, je sais plus, je lui ai souhaité bonne nuit, quoi, parce que c'était peut-être 2 heures Uh-huh. du matin, je ne sais rien. Il dit, non, non, pas du tout, je vais dans le camion de Ouais. montage, Il partait direct. monter dans la direct. Ah ouais. Ouais. Non, Euh, non, bah, donc, ça, c'est une petite anecdote par rapport à Champagne. Et puis voilà, maintenant, si tu as une autre question qui me met sur la piste. Dylan, on va déjà regarder. Je pense que T'as répondu à indirectement, tellement. tu as répondu. Tu vois, il y avait pourquoi être passé de photographe à magicien, mais tu as répondu. Ouais, T'as répondu. Euh, L'anecdote, ah non, je l'avais mis, non? les anecdotes, on l'a eu. Ouais. Peut-être celle-là, tu peux lui demander, hein. Ah ouais, de toutes les personnes que tu as vues en magie, hormis moi, tu vois. C'est qui t'a fait le plus rêver? rêver personne, parce que je rêve pas vraiment, étant donné que. Mais on va dire le magicien. Alors, je peux répondre en 2 fois. La première chose, c'est qu'à l'étranger, en Espagne, un petit peu de partout, il y a une communauté qu'on n'a pas en France. Mm. Ça, je l'ai vécu. Alors, je ne sais pas si je suis le seul à avoir vécu, ou si les autres ont pensé la même chose que moi quand ils y sont allés. J'ai vu qu'il y avait une espèce de communion, et j'ai jamais senti, si tu veux, des relations conflictuelles ou de la jalousie ou des trucs de ce genre. Euh, alors, est-ce que c'était parce que... Hé, Loulou, bon, je peux continuer? Alors, est-ce que c'était parce que j'étais dans des moments et des endroits privilégiés, tu vois, que je sentais ça? Est-ce que ça vient simplement de ce fameux proverbe où en France, le public le plus difficile, et nul n'est prophète dans son pays? Ça, c'est exact, je pense. Ayant connu plus ou moins tous les gens qui ont une perception de ce que tu fais et qui est différente. Euh,
J'ai aimé, si tu veux, la magie de ces moments-là. Ça a été la richesse, vraiment la richesse. Parce que j'étais avec les Rackenbacker, j'étais avec les Polaris, j'étais avec tous ces gens-là et on travaillait ensemble. Et si je prends un dernier exemple dans le ridicule, c'est qu'à Londres, c'était pour le Macmillan, l'ancien, hein, pas le fils. Je sais que on était un petit groupe, tu sais, au bar, quoi, en fait. Et je montrais le room account à Guy Hollingworth, qui était à demander le détail du machin, du chose, tu vois. Euh, je ne l'ai jamais montré comme ça en France à qui que ce soit. Des gens qu'on connaît, tu sais. Mhm. Donc on voyait, si tu veux, cette espèce d'appétit. Euh, et tu avais l'impression, de toute façon, que tu étais au même niveau qu'eux. Ce qui n'était pas du tout le Ouais, cas. c'est beau. Moi, j'étais toujours dans ma marge, si tu veux, et quand je parlais avec Williamson, j'étais égal avec lui. L'anecdote la plus marquante, c'est qu'on s'est retrouvés peut-être une dizaine de fois en congrès, engagés ensemble, et chaque fois que j'arrivais, il se mettait comme à plat ventre par terre. Et il faisait les gestes, tu sais, maître, maître. Euh, Et c'est grâce à ça que je l'avais invité au Crazy Horse quand j'avais fait l'émission, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, le mec qui faisait une maison de magie. Euh, C'était deux, trois fois par an, je crois. Ah, les mandrakes, oui, les mandrakes d'or. Les C'était mandrakes d'or. Ah, c'était Gilles, c'est Gilles Gilles Arthur. C'est Arthur, Arthur, il est là. Gilles Arthur, ouais, qui m'avait demandé d'inviter, parce qu'il voulait faire donc Champagne, bien sûr. Mhm. Il m'a dit invite deux, trois mecs que tu connais, des bons, quoi. Alors j'avais bien sûr fait venir Carlos, j'avais fait venir Tamariz et j'avais fait venir Williamson. Belle Et, brochette. et du coup, finalement, il s'est décidé à faire deux émissions en une. C'est-à-dire, il a Mhm. profité de la journée pour faire deux émissions, quoi, tu vois. Donc, c'est la première fois de ma vie où j'ai pas fait dans la deuxième émission Champagne. J'ai fait autre chose. Et c'est là d'ailleurs où j'ai vu un truc très marrant, c'est que le maquillage était au fond d'un couloir et tu passais devant les toilettes. Et comme dans toutes les toilettes, au départ, tu as le lave-main, tu sais, tu as tout ça. Je passe pour aller au maquillage, je vois Williamson, on se voit, on se fait un clin d'œil, et il faisait tourner sa baguette, tu sais, entre les mains. Bang, qui tombait dans le lavabo. Ça fait beaucoup de bruit, une baguette qui tombe, tu sais, parce Ouais. que les bouts sont en chrome. Bon, je continue, je fais mon maquillage. Alors, comme je suis très très beau de nature, la femme m'a dit, vous n'avez pas besoin de maquillage. Non, c'est pas vrai, hein. 3 heures après, je suis sorti. Et je repasse à l'envers, au même endroit. Et donc, du coup, je revois Williamson avec sa baguette. J'ai bien dû rester quand même. Normalement, c'est entre 5 et 10 minutes un maquillage, hein, à peu près, hein. Et c'est là où j'ai vu que, putain, mais ce type, il travaille comme un acharné, Ouais. une baguette qui tourne. Ce qu'il la faisait tourner, tu sais, il avait enchaîné deux mouvements. Celui de Vernon quand il récupère la balle, tu sais. Ouais. Et puis, celle où tu fais simplement tourner la baguette, il avait enchaîné les deux, quoi. Et ça tombait très souvent. C'est là où je me suis dit, putain, c'est pas n'importe qui ce mec. Mhm. Quand tu le vois, tu te dis, c'est tout faire, c'est inné, tu vois, Non, il a bossé. voilà. Et après, on a eu la confirmation. J'arriverai à ta question, donc après ça, tu la sens arriver. On faisait, après avoir fait un show avec Carlos dans les années 2000 au Portugal, euh, oui, c'était non, là, c'était le concours, on faisait le concours. Euh, on n'avait même pas l'autorisation de le faire parce que les mecs du jury disaient, qu'est-ce que vous voulez faire en concours? On vous connaît, on voit que vous, patati patata. Ils disaient, non, Ouais. on veut faire un concours, quoi. C'était un concours à deux mains. Tu sais, il avait le bras droit, j'avais le bras gauche. J'y ai pourri tout le concours parce que lui était tout écrit.
Et moi, j'ai aucune mémoire. Donc, j'y allais à l'instinct, à l'impro. Enfin bref, écoute, les gens étaient debout à la fin, quoi. Quand je dis les gens, c'était de Tamarise à Lénarguin, hein, ils étaient tous là, quoi. Et c'est là, donc. Bon, je reviens à Gilles Arthur. On a eu un très très bon contact qui s'est amplifié donc avec Williamson. C'est comme ça que je l'ai fait venir à la Colombe d'Or. Et c'est comme ça qu'on a effectivement, on s'est vachement apprécié. Et c'est pour ça, finalement, que pour répondre à ta question, s'il y avait quelqu'un qui devait ressortir à l'heure actuelle en tant que mec et en tant que magicien, c'est Williamson. Voilà. C'est un type qui il a eu en main pour moi de la vraie magie quand je l'ai vu faire des pièces à l'époque. Il a ensuite ce côté hilarant. Ouais. Il a le comique en lui, tu vois. Et ce qu'il fait n'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer, c'est de la technique, mais tu t'en aperçois pas, quoi. Tu t'en aperçois. Il y a quelques années, je t'aurais dit Gary Kurtz, parce que je l'ai bien connu aussi. C'est un peu du genre Williamson, hein. Mais Williamson est beaucoup plus abordable, il a d'humour. Gary Kurtz, c'était un peu aigri. On m'avait demandé de faire la soirée du réveillon avec le roi du Maroc. Et c'est pareil, on m'avait dit, fais venir. Là, je crois que Carlos n'était pas libre. Je fais venir donc Gary Kurtz, Sylvain Mirouf, on était 3 ou 4. Et c'est la première fois que je voyais Gary Kurtz faire un numéro donc, de scène. C'est là où il avait commencé la scène. Et il m'avait expliqué pour 2 raisons. Quand j'ai dit pourquoi tu as lâché le close-up, il m'a dit quand je fais 20 minutes là, je gagne plus que toi qui fais 3 heures en close-up. Et ensuite, il m'a dit maintenant, je supporte plus les gens qui me copient, qui refont. J'en peux plus. J'en peux plus les voir. Et tout réuni, ça fait que il est parti dans une autre. Il a switché. Ouais, ouais, ouais. Mm. Bon, enfin, pour te dire que voilà, il y a un truc particulier avec Williamson qui fait que pour, pour des tas de raisons, on va dire, qui sont on va dire, un feeling particulier qui n'est pas explicable, une admiration que j'ai de ce mec qui fait. Et quand j'ai vu que c'était hors du don, parce qu'il travaillait une baguette qui tourne, tu vois, j'imagine le reste. Et j'en reviens à La Haye, quand on a fait La Haye, j'étais aussi avec Williamson et d'autres magiciens, on était donc en train de passer, juste avant, 5 minutes avant de passer, je vois Carlos et je lui demande lui s'il ne peut pas venir intervenir au milieu du numéro. Tu vois. Carlos va lui demander, parce que moi mon anglais s'arrête à l'amitié, à tout ce que tu veux, après dans les détails, je mets un peu du temps pour chercher les mots, quoi. Et, Carlos, qui parle couramment, il lui dit David, il y a Jean-Pierre qui voudrait quelque chose, et il lui dit Jean-Pierre, tout ce qu'il veut, je dis oui. Génial, tu vois. Alors qu'est-ce que c'est? Jean-Pierre, il aimerait que tu viennes au milieu du numéro, tu fais une impro, n'importe quoi. Mais ça, non. Vous croyez tous que je fais de l'impro. Mais j'ai étudié toutes les impros possibles. Et celle-là, je ne l'ai pas étudiée. Donc je suis désolé, mais je ne veux pas vous pourrir votre numéro avec quelque chose qui n'est pas bon. Et là, ça a été la conclusion de l'admiration que j'avais pour lui, parce qu'effectivement, dans la même soirée, il était allé chercher les poux dans la tête d'un type qui était en chaise roulante dans le couloir du théâtre. Tout le monde a cru que c'était de l'impro, parce qu'il a poussé jusque devant la scène. Tu verras mieux de là, tu vois. Et en fait, c'est pas de l'impro. C'est un truc qu'il a déjà fait, déjà travaillé. Et quand ça se produit, qu'il a l'occasion, il a toutes ces cases, tu vois, qui s'ouvrent. Celle-là est bonne, je l'ai déjà étudiée, je l'ai déjà faite, etc. Voilà, pour revenir à ça, c'est. C'est une belle anecdote, Ouais, hein. de ouf. De toute façon, Williamson, ouais, de beaux souvenirs aussi, hein, énorme, hein. Moi, je l'avais vu à Blackpool aussi, à l'époque où c'était le hors-show, où les gars faisaient le gala de close-up les uns à côté des Ah, autres. on était nous? Et ouais, et
Et du coup, c'était super dur parce que si tu avais un super performeur juste à côté, celui qui était à côté qui faisait son truc, il se faisait. Alors, tous ceux qui étaient à côté de Williamson, c'était compliqué, quoi. Je sais parce que quand je l'avais fait venir à la Colombe d'Or, j'avais fait venir aussi tous les copains qui sont venus presque pour rien, pour te dire. Il y avait Polaris, il y avait Rolling Wax, il y avait Williamson, il y Et avait Polaris à Colombe d'Or? non, Leonard Green et John Carney. John J'avais Carney. j'avais un plateau de mondial, hein. Mhm. Quand on est arrivé le soir du restaurant, où en même temps il y a le concours de close-up, mais en même temps il y a les artistes qui se proposent, tu vois. Alors en tant que concurrent, quand tu es déjà à 2 tables de Williamson, t'arrêtes tout. C'est pas la peine. Mhm. Euh, et à un moment donné, pour finir l'anecdote, je contrôlais tout, hein, ce qui devait se passer dans les temps, tu vois, etc. Je vois John Carney et je vois non, Leonard Green. non, merde, le blond qui a plus de cheveux maintenant avec la moustache. Ah, oui, Michael Amar. Ouais. Ah, Ils étaient tous les deux appuyés sur le mur de la fin du comptoir. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites, les bons enfants? Je vous paye avec pas grand-chose. Enfin, ils étaient payés, hein, des Mhm. Jean-Pierre. Quand les gens iront s'asseoir, on revient aux tables. Parce qu'en fait, quand Williamson se déplace, il se déplace avec lui, il y a 4 tables qui viennent de 10 personnes. Ah ouais, non, mais c'est un showman terrible. C'est un showman, alors que tu te dis, ça, c'est à étudier pour la scène, parce que ça vaut Mhm. étudier autant de choses pour 500 ou 1000 personnes, mais pas pour 2 tables, tu vois. Mhm. Et en fait, il faisait exactement pareil, quoi. C'était le même boulot, c'était la même chose. Et tu avais effectivement toutes les tables qui se vidaient, ce qui fait pour les concurrents et pour les magiciens, comme John Carney, Michael Amar, c'est pas n'importe qui, les types qui sont C'est comme ça. clair. Ça, il faut C'est leur en dingue. croire, hein. Non, 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 qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et pour finir, C'est d'ailleurs, le dingue. gars était venu à la dernière minute parce qu'il voulait pas. Il disait Jean-Pierre, je ne fais pas de close-up, moi. C'est pas du tout mon truc. Je passe pas aux tables. Je dis écoute, si tu veux, comme j'avais réussi à organiser un couvert de libre sur chaque table de 10, en fait, il n'y avait que 9 personnes qui pouvaient manger. Et la place de la 10e était que pour le concurrent ou le professionnel. Et à force d'insister, il est venu. Seulement, il m'a eu quand même, parce qu'il s'est effectivement assis, ce qu'il faisait jamais, mais il s'est jamais levé. Ce qui fait que les gens qui voulaient voir Lena Green, alors je t'imagine, d'un côté Williamson qui prend les gens, et t'as les autres qui sont obligés de se déplacer avec le chien, je pense que tous les autres magiciens, ils auraient foutu de la soirée. Ouais, c'est clair. Incroyable. Combien de temps ça a duré la Colombe d'Or? Vingtaine d'années. c'est trop bien ça. C'est ouais, et puis organiser un congrès, on commence à bien le savoir, puisque nous, on est à la 5e année d'une autre avec les années qu'on vient de traverser. Mais le faire pendant 20 ans, c'est bravo, Tu es quoi. déjà allé à la Colombe d'Or? Non, j'ai jamais eu ce plaisir, ouais. Ah, J'aurais c'était aimé y vachement aller. bien. Et puis, c'est aussi, il y avait ce que tu disais, le côté exceptionnel, c'est que le concours de close-up, c'était dans des vraies conditions de close-up professionnelles, on va dire. C'est-à-dire que là, les magiciens passaient aux tables pendant un dîner, quoi. Oui, oui, oui. Alors les tables étaient toutes avec une personne qui était censée pouvoir conseiller les autres, parce que c'était public, hein. Mhm, Tous les magiciens étaient dispersés, mais j'avais mis à chaque table, il y avait une personne qui était censée répondre à des questions de gens qui étaient moins initiés à la magie. mhm, On voulait la note que devait avoir le magicien, c'était 2 avis différents. Quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît rien. Et la moyenne de tout ça faisait que tu avais toujours un premier, un deuxième, et quelquefois pas du tout un premier d'ailleurs. Et je sais que toute la nuit, je faisais les notes. C'est c'est chiant. génial. Non, la Colombe, on m'a laissé carte blanche. J'ai fait même des faux vendeurs. J'avais fait passer un copain sur scène qui a fait un tour, c'était la quête du Graal.
il met une carte sur la table, je résume pour aller vite, et il demande aux spectateurs, la salle était pleine parce que c'était le dealer show. C'est-à-dire, c'était un moment privilégié où tous les dealers pouvaient faire un tour qu'ils avaient amené, tu vois. Mhm. J'avais laissé la place dans le congrès pour ça. Et le mec, il fait le tour du Graal. Il met des cartes sur la table, il demande citez-moi n'importe quelle carte, arrangez-vous entre vous pour voir qu'il n'y ait pas de complices, tu vois, c'était le cas. C'était le cas. Et il sort le valet de trèfle, il tourne la carte, c'est le valet de trèfle. OK. Combien va coûter le tour? Parce que déjà, ça, c'est un miracle. 10 euros. Quoi? 10 euros, ça? Il y a des manipulations, il y a un truc, il y a machin. Non, non. Vous avez vu, hein, j'ai rien fait. C'est vrai, la carte était au milieu, il la tourne, c'est ça. Il n'y a pas de complice. On a mis le paquet. Hein. Ce qui fait que pendant 3 jours, j'avais fabriqué un stand d'un illustre inconnu, magicien. On avait même été allé jusqu'à mettre des cartons avec des cellophanes qui dépassent, qui étaient censés être les tours qui étaient dans les cartons. Mhm. Donc, le tour qu'il avait montré, je te le jure, sur la tête de mes filles, la queue, la queue, entre les gens qui attendaient devant le stand, parce qu'il n'est jamais venu, forcément, le type, ça n'existait pas le truc, et les gens qui faisaient la queue euh, à l'entrée du congrès avec les hôtesses, où les gens demandaient, mais ce type, il va venir quand? Et à quelle heure? Tu vois? Et les hôtesses, C'est chaque fois, drôle. il ne peut pas venir aujourd'hui, parce qu'elles étaient dans le coup, bien sûr. On prend, il devrait arriver par avion demain vers 16 heures. Le lendemain à 16 heures, il n'y avait plus personne dans les conférences. Hein. Tout Mhm. le monde était là.